Mais nos officiers ne nous laissent pas le temps de penser à l'avenir. Ils donnent l'ordre de conquérir Dardenne sur le champ. Les combats pour prendre le village et ses alentours sont farouches. Même si l'ennemi ne s'attendait pas à notre attaque, il nous faut attendre quand même le milieu de l'après-midi afin d'occuper nos objectifs. Dans la foulée, nous nous attaquons au point fort, la poudrière. Au bout de quelques tentatives, nous nous replions en catastrophe et abandonnons Dardenne. Les Allemands, qui sont revenus rapidement de leur surprise, ont reformé leurs troupes en y adjoignant les chars et se sont lancés dans une violente et victorieuse contre-attaque. Face à une offensive combinée des blindés, des troupes régulières et des canons de la poudrière maintenant dirigés contre nous, il n'y a qu'une solution raisonnable, le repli. Cette reculade inopportune nous fait sourire. Nous étions tellement convaincus d'écraser les Allemands en moins de temps qu'il nous faut pour le dire, que notre déconvenue nous met de bonne humeur. Cela peut sembler une réaction curieuse, mais c'est ainsi. Depuis que nous avons assisté au premier lever du soleil sur le sol de la France, près de Saint-Tropez, nous nous sentions invincibles. En Italie, nous estimions être les meilleurs. Ici, en pleine déroute, nous étions persuadés d'être imbattables. Et le fait que les Allemands puissent nous tenir tête ne nous a pas effleuré l'esprit une seule fois. Voilà sans doute la raison qui motive notre bonne humeur de la nuit. Dès l'aube, nous reprenons l'initiative sur Dardenne, bien décidés à en finir une fois pour toutes. Malgré le nombre et la détermination des troupes allemandes à défendre à tout prix leur position, nous en terminons avec eux à 9 heures du matin. Tout le secteur, dans le bas de la poudrière, tombe entre nos mains. Reste cette dernière fortification en haut de la falaise, dont la conquête se présente très mal. L'accès de front y est pratiquement impossible. Cette maudite poudrière est solidement défendue par plus de 300 hommes qui possèdent une puissance de feu phénoménale. Après maintes tentatives infructueuses, nos officiers se résignent à faire appel aux mortiers lourds pour réduire l'artillerie adverse. À cette distance, il ne reste plus que cette solution. L'artillerie de notre régiment parvient à nous rejoindre le lendemain. Nous allons enfin lutter à peu près à armes égales avec les Allemands. Tandis que les servants de nos mortiers se déchaînent sur la poudrière, nous manœuvrons de part et d'autre de la falaise afin de nous tenir prêts à passer à l'offensive. Je ne sais combien dure le martèlement de nos mortiers avant de faire mouche, mais bientôt nous entendons de violentes déflagrations, suivies aussitôt d'une colonne de fumée opaque qui s'élève à partir du sommet de la falaise. C'est le signal convenu pour partir à la conquête de la poudrière. Après quelques escarmouches mineures, nous atteignons le sommet en y faisant 300 prisonniers. La vue imprenable de Toulon et de l'intérieur du pays nous fait oublier un moment notre victoire. Le paysage est grandiose, une splendeur de la nature. Notre section poursuit tranquillement le nettoyage des positions ennemies le reste de la journée, en convergeant vers la périphérie de la ville. Puis le commandement abrège notre mission dans cette zone. Il y a plus urgent. Sous la canicule, portant nous-mêmes notre matériel, nous avançons comme des damnés, sans interruption, à marche forcée, en direction de Marseille, la seconde ville de France. À Aubagne, la résistance acharnée des Allemands nous a fait perdre un temps précieux. Il faut faire vite, très vite, pour arriver à Marseille. Toulon n'est pas encore tombé intégralement, et on nous dépêche de toute urgence sur Marseille. Notre objectif prioritaire est de venir en aide au FFI de cette ville. Ayant appris le débarquement de Provence, ceux-ci ont proclamé l'insurrection dans la ville. Quelques jours auparavant, ils ont pris l'initiative suicidaire de s'attaquer aux troupes allemandes basées à Marseille. Ces résistants, il vaut mieux dire de ces inconscients, prennent des risques insensés en engageant ce combat illégal. Leur attitude
et méritoire et héroïque, mais ô combien dangereuse. Ils sont à peine un petit millier d'hommes, mal équipés, qui affrontent aujourd'hui 15 000 soldats de métier allemands. Nous devons leur porter secours dans les délais les plus brefs, au risque de les voir se faire écraser. 4 à 5 000 hommes de nos forces ont été rapidement regroupés et dirigés sur Marseille afin de les soutenir. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Mais cette fois, il s'agit de porter assistance à des hommes qui, d'un moment à l'autre, risquent d'être emportés. Une réaction brutale des Allemands et les résistants seront balayés. Nous marchons et transpirons comme un hammam. Un retard d'une heure seulement, et nous pourrions nous le reprocher toute notre vie. Alors nous levons la tête et avançons comme des forçats. Sur notre chemin, nous rencontrons des Marseillais qui se sont réfugiés aux abords de la ville pour fuir les combats. Depuis plusieurs jours, la ville est quotidiennement bombardée. La radio de la France libre a conseillé aux habitants de s'abriter dans les lieux sûrs. La multiplication des raids aériens présageait l'imminence du débarquement, et beaucoup de Marseillais l'ont compris en se réfugiant à l'extérieur de la ville. Ils se sont installés par familles entières dans des abris de fortune. Sur notre passage, ils nous encouragent en criant « Vive la France !» En nous voyant passer, ces braves gens savent que bientôt ce sera la fin de leurs ennuis. Il n'y a qu'à voir leur joie pour s'en convaincre. À l'entrée de la ville, la section de Joseph et la nôtre s'unissent pour se préparer au combat. Des éléments des FFI qui nous attendaient avec impatience nous reçoivent avec enthousiasme. Ils viennent à notre rencontre, nous embrassent et nous congratulent. Maintenant, il leur incombe de nous guider vers les positions ennemies et de s'associer à nous dans la bataille. En les saluant, je ne peux m'empêcher de les admirer. Ils ont eu un cran incroyable en déclenchant de leur propre chef les hostilités contre les troupes régulières allemandes. Leur équipement militaire est des plus sommaires, voire même ridicule. Les uns possèdent de simples revolvers, d'autres un fusil, et dans le meilleur des cas, il y a tout juste un pistolet mitrailleur dans le groupe. Je n'en reviens pas. Avec leur allure de pères de famille tranquilles, leurs armes légères, ils sont parvenus tout de même à tenir les carrefours. Quand enfin les blindés arrivent, nous sommes tous soulagés. Nous pouvons nous attaquer aux solides positions allemandes. En passant sur la Canebière, une grande avenue qui aboutit au port, dans le vacarme des chars et des véhicules, les Marseillais nous ovationnent comme nous l'avons jamais été. Mais nous n'avons malheureusement pas le temps d'apprécier comme il convient cet accueil émouvant et spontané. Notre unité prend sur la gauche du port en direction d'un monument dominant la ville, bâti sur la plus haute colline. Le 7e RTA se chargera des positions ennemies installées près de cet édifice. Quant à nous, nous nettoierons les positions allemandes situées sur les versants. Sous la conduite des FFI, en état d'ébullition permanente, nous progressons maintenant, maison par maison, avant de nous heurter aux premières positions adverses. Tandis que nous réduisons au silence les fortifications allemandes, une à une, sans rencontrer de difficultés majeures, nous sommes dans un quartier dénommé le Roucas Blanc. Les éléments du 7e RTA, dont mon frère Brahim fait partie, semblent être durement accrochés au-dessus de nos têtes. Ce qui m'a paru être un simple monument n'est autre qu'une immense statue reposant sur le toit d'une église. Elle représente une femme tenant un enfant dans les bras. Nous poursuivons notre mission de ratissage en laissant derrière nous le 7e RTA s'occuper de libérer le monument. En progressant vers le Faro, notre groupe passe devant une maison étrangement silencieuse. Le FFI qui nous accompagne a subitement je ne sais quel éclair dans la tête. Il s'empresse d'ouvrir la porte. Celle-ci lui résistant, il tire un coup de feu sur la serrure, puis il crie « Votre heure est arrivée, vous allez payer vos crimes. »
Le temps de commencer une autre phrase, il reçoit une rafale de mitraillettes et s'écroule sur le palier de la porte. Il avait vu juste, mais le malheureux est mort sur le coup. Quelqu'un referme violemment la porte et la verrouille de l'intérieur. Qui peut bien se trouver dans cette maison? Notre caporal-chef Barazini interpelle à plusieurs reprises les occupants de la maison. Déposez vos armes et sortez les mains en l'air. Nous ne vous ferons pas de mal. Personne ne répond. Sortez les mains en l'air, crie-t-il une seconde fois. Sinon, nous détruirons la maison. Toujours rien. L'hésitation de Barazini est parfaitement justifiée. Nous avons un doute terrible, la présence de civils dans la maison. Djilali fait le tour de la maison avec un voltigeur pour y chercher une autre entrée. Il revient avec son rapport quelques instants plus tard. Caporal-chef, dit-il, il y a beaucoup de monde là-dedans. Des femmes, des vieux et je crois aussi des enfants. Il y a au moins 2 mitraillettes. Nous pouvons utiliser une fenêtre à l'arrière. Barazini s'essuie le front et en arabe se met à injurier le destin. C'est systématique et prévisible. Chaque fois qu'il rencontre une difficulté, il s'exprime en arabe. Et la présence de civils dans la maison est un sérieux problème. Si vous ne sortez pas exactement dans 1 minute, dit-il, à l'adresse des occupants, nous détruirons la maison au bazooka. Sortez les mains en l'air, il ne vous sera fait aucun mal. À l'arrière, Djilali et un autre soldat font sauter les volets des fenêtres. Nous nous tenons prêts à entrer de force. Au signal de Barazini, nous donnerons l'assaut. Nous prions afin que ces imbéciles sortent sans hésiter et sans résister. Nous n'avons pas envie de tuer des civils. Ce n'est pas le jour, dit dans nos intentions. Dieu entend nos prières. Une voix d'homme jaillit de l'intérieur de la maison. Ne tirez pas, nous nous rendons. 4 hommes sortent de la maison en levant les bras. Ils sont fouillés aussitôt, mais n'ont pas d'armes sur eux. Au moment où j'entre dans la maison pour voir ce qui se passe, j'entends Djilali hurler « Couchez-vous » en me jetant contre le mur. Je suis tenté de me servir de mon FM. Mais pour une raison obscure, je me ravise au dernier moment. J'ai eu raison, sinon j'aurais tiré sur une jeune femme. Elle sort précipitamment en tenant un revolver à la main. Mais le temps pour elle d'ajuster son tir en direction des 4 hommes, nous l'avons déjà ceinturé. « Lâchez-moi, lâchez-moi, je vous le dis, hurle-t-elle, laissez-moi les tuer. » Je lui ôte l'arme des mains et nous la relâchons. Elle s'écroule en sanglots. De la maison sortent plusieurs personnes âgées et des enfants. Pour eux, c'est la fin de leur cauchemar. Les hommes qui se sont rendus à nous sont des miliciens français travaillant pour le compte des Allemands. Estimant un débarquement allié improbable, ils sont restés dans cette maison qui leur sert habituellement de salle d'interrogatoire. En entendant le coup de feu tiré sur la porte par les FFI, ils pensaient simplement que c'était l'œuvre désespérée d'un résistant. Il arrive souvent en effet que les collaborateurs soient la cible de résistants marseillais. Mais quand ils surent que c'était l'armée française, ils hésitèrent avant de s'aventurer à nous tenir tête. Ils pensèrent aussi avec raison que nous les livrerions aux autorités. Les miliciens sont des drôles de chameaux. Ils font office de troupes supplétives de l'armée allemande. Ils agissent en toute impunité, avec la liberté des citoyens ayant la bénédiction des Allemands. Ils arrêtent les gens dénoncés par leurs voisins sur indication de collaborateurs ou emmènent qui bon leur semble dans cette maison, laquelle est d'ailleurs aménagée pour les séances de torture. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.